le tragique grec n'a rien d'universel. La tragédie est un genre, et évidemment Vernon le montre avec argument à l'appui, la tragédie est un genre qui ne va exister qu'à Athènes, nulle part ailleurs, et qu'au VIe siècle, nulle part ailleurs. Donc la grande tragédie grecque, c'est le VIe siècle athénien. Ça existe pendant 85 ans. C'est incroyablement localisé dans le temps et dans l'espace. Et après, la tragédie grecque disparaît. Et en fait, elle disparaît quand la philosophie grecque apparaît. La philosophie va tuer le tragique grec. Pourquoi ? Et là, l'interprétation de Vernon est, je crois, à la fois très intéressante et très juste. Je pense qu'on peut aller plus loin que lui, mais avec lui quand même, et intégrant ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe en Grèce au temps de la tragédie ? Eh bien, ce qui se passe en Grèce, c'est que c'est le siècle évidemment de de Pisistrate, pardon, je suis fatigué aujourd'hui, de Pisistrate qui va à la fois faire coucher par écrit l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, hein, c'est sous Pisistrate qu'on met par écrit l'Iliade et l'Odyssée, et en même temps qui va donner ses représentations théâtrales avec les dithyrambes, avec ses poèmes en hommage à Dionysos. D'ailleurs, je vous rappelle que tragédie, vous savez ce que ça veut dire, tragos et odé, ça veut dire le chant du bouc. Hein. Et donc le chant du bouc, pourquoi ? Parce que le bouc, c'est l'animal fétiche de Dionysos. Dans le cortège de Dionysos, il y a les satyres, il y a les silènes, qui sont des êtres mi-homme, mi-bouc. Et le bouc, c'est vraiment l'animal par excellence symbolique de Dionysos, dieu du vin, de la fête, de la folie, du sexe, etc. Et donc cette tragédie grecque, chant du bouc, elle est exclusivement athénienne, localisée dans le VIe et destinée au culte de Dionysos. Il n'y a rien d'autre, et ça n'existera plus après. Pourquoi ça n'existe plus ? Parce que je vous le disais, au siècle de Pisistrate, seul d'ailleurs et unique tyran d'Athènes, eh bien, au siècle de Pisistrate, on a deux inventions extraordinaires dans la Grèce, et c'est ce qu'on appelait le miracle grec. On invente à la fois la philosophie et la démocratie. Et quand on va inventer la démocratie, eh bien justement, on va trouver une solution à ce qui est, selon Vernon, au cœur de la tragédie, c'est le conflit entre destin et liberté. Le cœur du tragique, c'est ça. Qu'est-ce qui dans nos vies, on peut dire les choses très simplement comme ça, qu'est-ce qui dans nos vies relève du destin, de ce qui nous tombe dessus, à quoi on ne peut rien, comme le cancer vous tombe dessus, même si vous n'êtes pas fumeur parfois, et qu'est-ce qui relève du destin, de la fatalité, du déterminisme aveugle, et puis qu'est-ce qui relève de la liberté. Et donc c'est ça le cœur de la tragédie. Et la démocratie, la philosophie justement, qui vont marcher ensemble, eh bien c'est le projet de réduire la part de destin et d'augmenter la part d'autonomie, de liberté. Et donc quand on va thématiser dans la philosophie cette question, quelle est la part de destin, quelle est la part de liberté dans nos vies, quelle est la part de déterminisme, quelle est la part d'autonomie dans nos vies, eh bien au fond, la philosophie et la démocratie vont prendre le relais de la tragédie. Elles vont adopter cette question, hériter de cette question, mais elles vont la tirer au clair. Et donc la proïrésis d'Aristote, tout ça, dans la philosophie d'Aristote, on va avoir toute une série de livres, des centaines de pages consacrées à cette question de la liberté, comme dans l'univers démocratique, ça deviendra la clé. La démocratie, c'est la volonté, au fond, de supprimer autant qu'il est possible la part de destin, pour que les êtres humains fassent librement leur histoire, et non pas de manière fatale, si je puis dire, en étant le jouet d'un monde qui les précède, d'un temps qui les précède, de générations qui les précèdent. Et donc, on a là, justement, dans la philosophie et dans la démocratie, une révolte contre le tragique, une volonté de prendre en main le destin et de le placer du côté de la liberté, et non plus du côté du fatum. Pourquoi ça m'intéresse tant, cette affaire de tragique ? Parce que je pense que c'est exactement la catégorie qui nous permet de dépasser le point de vue moralisateur qui est celui des intellectuels aujourd'hui en France. Je ne veux pas citer de nom, mais enfin, je parle des intellectuels médiatiques qui prennent position sur la Bosnie, la Croatie, ce que vous voudrez. Bon. Et donc, en permanence, il y a des bons, des méchants, etc. Bon. Je vais vous dire, la quasi-totalité des conflits qui ensanglantent le monde est tragique. Elle n'est pas morale. Je vais être très clair, si j'étais juif et que j'avais 15 ans, je n'aimerais pas les Arabes. Et si j'étais arabe et que j'avais 15 ans, je détesterais les juifs. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup. Surtout si j'étais israélien, arabe ou israélien juif. Et donc, inévitablement, si j'étais un Palestinien de 15 ans et que j'étais enfermé dans cette prison à ciel ouvert qui est la bande de Gaza ou la Cisjordanie, je détesterais les Israéliens. Et réciproquement, si j'étais un jeune juif israélien et que je recevais des requêtes du Hamas où je risquais d'être attaqué au couteau à peu près n'importe quand et n'importe où, je détesterais les Palestiniens. Comment voulez-vous que ce soit différent ? Et il faut énormément de réflexion pour sortir du conflit tragique. Et c'est ça que propose évidemment la tragédie grecque. Alors elle le propose souvent par la mort, quelquefois autrement. Il y a plusieurs types de solutions. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un conflit extramoral. Prenez le cas de l'Ukraine. Je vous assure, je connais très bien l'Ukraine, je vous assure que si j'étais ukrainien de l'Est, je trouverais Poutine formidable. Mais si j'étais polonais à Kiev et que je voulais me rattacher à l'Union européenne, je trouverais que Poutine est un véritable salaud. Et vous avez là une guerre civile en Ukraine dont la seule solution possible et imaginable est une solution fédérale. Et jamais vous ne réconcilierez un Russe ukrainien, parce que ce sont des Russes ukrainiens de l'Est et un Polonais pro-européen de l'Ouest. C'est pas vrai. Et ils ont tous les deux raison. En tout cas, ils ont tous les deux des raisons de défendre ce qu'ils défendent. Ça n'a aucun sens de dire, comme font nos intellectuels, Poutine est une ordure, c'est pire que Staline, c'est Hitler. C'est absurde. Il se trouve que je connais assez bien Poutine. Bon, c'est un KGBiste obtus et brutal, mais c'est pas Hitler, ça n'a rien à voir. Et son rêve à Poutine, c'est d'intégrer l'espace raisonnable et légitime de la démocratie européenne. On a là des conflits, je pourrais en évoquer tant d'autres, qui sont des conflits qui n'opposent pas des salauds et des gentils, des justes et des effroyables, mais ce sont des conflits qui opposent ce qui est inévitable. Et c'est ça que le tragique grec comprend, qui oppose des points de vue différents parce que le monde est pluriel, parce qu'on n'a pas le même point de vue selon la place qu'on occupe dans le cosmos. Et voilà l'idée de conflit extramoral qui m'intéresse. Je trouve ça 1000 fois plus profond, 1000 fois plus intéressant comme approche que l'approche habituelle de nos intellectuels entre bons et méchants, qui est une approche, pour être franc, assez stupide. Peut-être une dernière remarque pour vous éviter un malentendu. Il y a un philosophe qui est tout à fait estimable, pour qui j'ai beaucoup de respect, même si je ne partage aucune de ses idées, mais ce n'est pas une obligation, qui est un spinoziste deleuzien nietzschéen, Clément Rosset, qui est en plus un très bon écrivain, un homme extrêmement cultivé, intelligent, qui a écrit le meilleur livre que j'ai lu sur Schopenhauer. Ne serait-ce que pour ça, je ne peux avoir que de la sympathie et de l'admiration pour lui, mais dont je ne partage pas les idées. Pourquoi ? Parce que il a écrit, quand il était gamin, c'était son mémoire de maîtrise, il a écrit, d'ailleurs, comme mémoire de maîtrise, chapeau, c'est quand même formidable d'écrire ça quand on a 20 ans, c'est un texte quand même magnifique. Il écrit un petit texte qui s'appelle « La philosophie du tragique ». Et il est nietzschéen, il est deleuzien et spinoziste à la fois, tout ça colle ensemble. Et au fond, la thèse que défend Clément Rosset, c'est que sous prétexte que le tragique est une catégorie extramorale, par-delà l'optimisme et le pessimisme du reste, eh bien le point de vue moral est idiot. Non, pas du tout, pas du tout. N'en déduisez pas ça. La vraie profondeur en l'affaire, c'est de comprendre, en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est de comprendre qu'il y a des ordres du réel, comme disait Pascal. Il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas faire l'économie de la morale. Et il y a des domaines dans lesquels on se meut dans un univers qui est fondamentalement extramoral. Le domaine du tragique est extramoral, mais il n'épuise pas tous les conflits. Face à Daesh, difficile de ne pas être moraliste ou de ne pas avoir un point de vue en termes de bien et de mal. Face à Hitler aussi, face au racisme aussi, etc. Donc il y a des endroits de la vie, si je puis dire, des endroits du monde, et il y a des espaces de réflexion dans lesquels on ne peut pas remplacer complètement la morale par la catégorie du tragique. Le tout est de ne pas confondre les deux. Il y a des ordres du réel. L'ordre du droit n'est pas celui de la morale. L'ordre de la morale n'est pas celui de la politique. L'ordre de la morale n'est pas celui du tragique. Ça n'est pas non plus celui de l'esthétique. Il y a toutes sortes de qualités superbes dans le champ de l'esthétique qui n'ont aucune valeur morale. Et donc, moi je défendrais, si vous voulez, le point de vue suivant, c'est que la catégorie du tragique nous permet de penser la plupart des conflits dans le monde, mais pas tous.
et qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on se meut inévitablement dans l'ordre de la moralité. On ne peut pas faire l'économie de la distinction entre le bien et le mal. Personne n'y arrive. Même pas les spinozistes les plus convaincus, ni les nietzschéens les plus convaincus, ni même Clément Rosset lui-même. Je n'ai jamais rencontré un seul de mes collègues spinozistes nietzschéens disant qu'il pouvait faire l'économie de la morale, être capable de le faire. À un moment ou à un autre, un jugement moral échappe, et on dit quel salaud, ou quel type bien. On détruit en France chaque jour 10 000 emplois, on en crée 9 000. Il suffirait de peu de choses, d'ailleurs si nos présidents n'étaient pas aussi médiocres, il suffirait de peu de choses pour que ce soit l'inverse, et dans ce cas il n'y aurait pas de chômage. Mais c'est très peu de choses en vérité. Mais n'oubliez pas que chaque jour, le mouvement du capitalisme entraîne la destruction d'environ 9 000 emplois, 10 000 emplois plutôt, et que chaque jour on en recrée 9 000. Mais ce mouvement-là est tragique, ce que décrit très bien Schumpeter, parce que même si on parvenait à compenser, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire 10 000 et de créer 9 000, ce soit l'inverse, et donc du coup le chômage régresserait. N'empêche que pour les malheureux qui sont frappés par le chômage, c'est de toute façon une tuile qui leur tombe sur la tête. Le malheureux libraire de Carpentras ou d'ailleurs, qui est mis au chômage par la concurrence déloyale d'Amazon, eh bien, ça lui tombe dessus exactement comme le tragique grec. C'est pour ça que cette catégorie est extrêmement pertinente pour penser le réel. Et c'est pas une question morale, parce que Amazon, c'est pas immoral pour autant. Et donc, on a là un conflit tragique, typiquement tragique, et qui peut être réglé que par la régulation, lui aussi. Freud, par exemple, pense que la grande santé, ça n'existe pas. Nous serons toujours déchirés en nous-mêmes entre ces trois instances qui forment notre personnalité, que sont le moi, le surmoi et le ça. Le surmoi et le ça, la morale et la libido ne se réconcilieront jamais parfaitement. Et quand je dis jamais parfaitement, c'est un euphémisme. En vérité, ça ne se réconcilie pas du tout. Et constamment, voilà, la morale nous impose la fidélité et le sexe nous dit le contraire en permanence. Bon. Et donc, toute cette sorte de choses appartiennent évidemment aux déchirures de la vie qui sont absolument structurelles aux yeux de Freud. C'est pourquoi Freud pensait que le freudo-marxisme était la plus grande imbécilité de toute l'histoire humaine, c'est en quoi je le rejoins parfaitement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le tragique. Vous voyez que c'est une catégorie très importante parce qu'elle permet de sortir de la vision morale du monde et en même temps elle permet de sortir aussi du pessimisme et de l'optimisme. Une toute petite dernière image que j'aime beaucoup quand même. Hegel avait fait une critique assez remarquable de l'ironie romantique. Qui va très bien aujourd'hui pour les journalistes. Il avait, au fond, ce qui caractérise l'ironie, c'est le fait qu'on se moque de tous les contenus, quels qu'ils soient. N'importe quel contenu que vous recevez, vous le tournez en dérision. C'est ce qu'on fait dans les émissions à la con, genre Ruquier et tout ça. Bon. Et donc, on tourne en dérision, quoi qu'il arrive. Ça, même, et si possible, si c'est un peu tragique, un peu pathétique, alors c'est encore mieux. Là, on va faire des plaisanteries sur les gamins qui sont morts dans une avalanche ou que c'est. On tourne en dérision. Tous les contenus, quels qu'ils soient. Mais ce que montre Hegel de manière géniale, comme toujours chez lui, c'est que cette attitude de liberté souveraine est en vérité, elle se renverse dialectiquement en son contraire. C'est-à-dire que, en fait, le souverain ironiste, si je puis dire, l'humoriste permanent, le journaliste qui se croit supérieur à tout le monde parce qu'il tourne en dérision ou en ironie tout ce qu'il reçoit et qu'il ne se laisse pas compter par l'invité qu'il a dans son émission et qu'il est toujours dans la critique et dans l'ironie. En vérité, cette fausse liberté est bien une fausse liberté parce qu'il est totalement dépendant des contenus qu'on lui soumet. S'il n'y avait pas ces contenus à tourner en dérision, il serait au chômage. De la même manière pour Don Juan. En fait, vous avez trois personnages qui tombent sous cette critique, qui sont Don Juan, le journaliste, et le moraliste. Don Juan se croit très libre vis-à-vis des femmes, mais s'il n'y avait pas constamment des petits objets à consommer, cela est charmant, comme dit Don Juan dans Molière, en regardant les femmes sur la plage, des silhouettes. S'il n'avait pas des silhouettes à consommer, si je puis dire, et à recracher après, il ne pourrait pas exercer sa liberté. Donc il est dépendant d'un contenu sans lequel il ne pourrait pas vivre. Même chose pour le drogué. Le drogué se croit libre, comme l'ivrogne, mais en vérité, il est dépendant de sa drogue. Le moraliste, c'est la même chose. Et c'est pourquoi je déteste, au fond, les moralistes, d'une certaine manière. Enfin, cette position, je ne parle pas des personnes, mais le moraliste, attendez, s'il n'y avait pas de salaud, il serait au chômage.
D'où le besoin à tout prix d'inventer un Poutine abominable, parce que ça permet à l'intellectuel anti-Poutine d'exercer sa moralité, de montrer aux yeux de tous à quel point c'est un type bien. Parce que quand vous critiquez le mal, vous montrez par contre-coup que vous êtes un type formidable, que vous incarnez la morale, vous êtes du côté des droits de l'homme, ce qui est très courageux aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? On défend les droits de l'homme plutôt que les tortionnaires nazis. Quel courage, admirable. Et donc, mais si le salaud n'existait pas, le moraliste n'existerait pas non plus. Hein. Et donc là aussi, la catégorie du tragique, elle permet de dépasser le journaliste ironique, Don Juan, le drogué et le moraliste, qui sont au fond des figures assez identiques toutes les quatre. Merci de votre attention.